IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec un homme, Patrick Vizier. Il est serial entrepreneur. C'est un homme de deux passions, le marketing et la psychologie. Pour mieux vivre, pour mieux les vivre, il en a fait des entreprises. Il a d'abord été pionnier du marketing direct de 1973 à 2005. Il s'est investi depuis 2002 dans la création d'un système de mesures biophysiques qui permet de mieux connaître le fonctionnement des personnes sur le plan mental, émotionnel et physique. Actuellement, il y a une vingtaine d'applications de ce système sont utilisées en France et à l'étranger. On en parlera peut-être en fin d'émission de ce système. Patrick Vizier, bonsoir. Bonsoir. Et là, on va plutôt parler d'un livre qui est paru chez Guy Trédaniel. Nous avons tous des dons. 10 voies d'accès pour trouver les vôtres. Donc, nous avons tous des dons. Est-ce qu'on a vraiment tous des dons, Patrick Vizier ? Ah, j'en suis profondément persuadé. Tout le monde porte des dons en soi, mais il faut déjà définir ce qu'est le don, à savoir que le don n'est pas forcément spectaculaire. On peut croire que le don est sportif, intellectuel, artistique, mais non, il y a plein d'autres dons. On porte en soi une énergie particulière qui nous permet de faire des choses particulières. Donc nous avons tous des dons, c'est vraiment le titre du livre et c'est vrai. Don et vocation, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que la vocation, c'est quand on arrive à faire de son don ce qu'on fait dans la vie. Et oui, je suis doué pour quelque chose, j'en fais mon métier, c'est ma vocation. Et ça s'impose à moi parce que je ne peux pas faire autrement. Il y a d'autres personnes qui ont des dons et qui utilisent leurs dons, mais ce n'est pas ce qu'ils font dans la vie. Ça les aide, ça leur fait plaisir, mais ce n'est pas leur métier. Donc, est-ce qu'on peut avoir une vocation sans être doué ? Je ne pense pas. On est habité par la vocation. On peut avoir un métier, mais une vocation, c'est plus que ça. C'est quelque chose qui nous transcende et qui nous apporte du plaisir. Vous dites dans votre livre qu'on peut avoir plusieurs dons, mais qu'on n'a qu'une seule vocation. Oui, parce qu'on a fait un choix. Il y en a un qui prend le pas sur les autres. Il y a un don principal. Et regardez, par exemple, on va prendre Ingres. Ingres peignait, et qu'est-ce qu'il faisait pour se détendre ? Il jouait du violon. Il avait bien au moins 2 dons. Mais il avait qu'une vocation. Exactement, la peinture. À quoi servent nos dons ? Ont-ils une utilité précise, une fonction spéciale, un rôle à jouer dans notre vie ? À quoi ça sert finalement d'avoir des dons ? Je pense que le don est là pour nous faire réaliser notre vie. En fait, on nous conditionne au départ à être d'une certaine manière. La personnalité se crée par opposition ou par imitation. Mais dans les deux cas, quoi qu'il arrive, on est dépendant d'un référentiel externe, celui qu'on imite ou celui auquel on s'oppose. Et la vraie question que tout individu doit se poser à un moment donné, à quel moment suis-je moi ? Eh bien, je suis moi, entre autres, quand je rencontre mes dons et que j'utilise mes dons. Le don est là pour nous amener à être nous-mêmes et sortir du moule. Est-ce que les dons nous appartiennent ? Non. Le don, c'est une énergie qui transite par nous. Le don ne nous appartient pas, c'est une énergie, simplement. Et on arrive sur Terre avec un certain nombre de dons parce qu'on a des choses à faire avec ces dons, mais c'est avant tout une énergie qui transite par nous. Et justement, il ne faut pas être trop fier d'avoir un don parce que ce n'est pas nous. Et d'ailleurs, le plus souvent, le bénéficiaire, ce n'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes, alors c'est qui ? Eh ben, c'est la personne à qui l'on donne ? Exactement. On est le transitaire du don et on en fait bénéficier quelqu'un d'autre. Mais dans certains cas, on peut en bénéficier soi-même. Je peux vous dire, dans mon propre cas, il m'est arrivé de bénéficier de mes propres dons. Mais pas d'une manière égoïste. Vous allez nous raconter ce que vous faisiez à l'école. Racontez-nous un peu comment vous êtes rendu compte d'un de vos dons. Oui. En fait, je l'utilisais sans m'en rendre compte. À l'école, j'étais un garçon très agité, très perturbant pour les professeurs, pour les enseignants, pour les surveillants. Et alors, je me retrouvais très souvent dans le bureau du proviseur. Et que se passait-il ? Il me disait, Vizier, fais un rapport. Et à ce moment-là, je me mettais dans la tête du prof, dans la tête du surveillant, et je savais exactement ce qu'il allait écrire dans son rapport à lui.
Et donc, je construisais mon rapport sur la base du sien. Et résultat, je me suis sauvé la tête comme ça pendant 6 ans. Ah, c'est quel don, ça, que de rentrer dans la tête de l'autre? Oh, ça, on va dire que c'est un don d'empathie. C'est de l'empathie? Oh, C'est pas, la c'est pas de médiumnité, j'en sais rien. C'est où s'arrête l'empathie, où commence la médiumnité. Ça fait partie des frontières qui ne sont pas exactes. Donc ça, c'est le don pour soi. Ah oui, qui m'a rendu service, mais qui ensuite m'a permis de rendre service aux autres. Ce que l'on se donne à soi-même. Exactement. Et le don pour les autres? Un don pour les autres, c'est ce qu'on va donner aux autres. C'est par exemple quelqu'un qui a un don de guérison, ce n'est pas pour se guérir soi-même. D'ailleurs, le plus souvent, les gens qui ont un don de guérison ont du mal à se guérir eux-mêmes. Par contre, ils guérissent les autres. Quelqu'un qui a un don de médiumnité va voir pour les autres. Même un artiste, quelqu'un qui a un don artistique, il fait bénéficier les autres de ses créations. Il crée, il a besoin de créer, mais en même temps, ce sont les autres qui en bénéficient. Alors, on dit don, donc on dit un donneur qui donne. S'il donne, c'est qu'il est émetteur. Mais si on a un don, c'est qu'on nous a donné aussi. Qui c'est qui nous a donné? On est récepteur. Alors, moi, je vais dire, on est récepteur d'une énergie. Je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus, mais je sais qu'il y a une grande énergie. Dans une certaine vision que j'ai des choses, je pense qu'il y a une immense banque des problèmes. Et tout le monde est branché dessus. Et puis, il y a une immense banque des solutions. Et un certain nombre d'individus se branchent plus facilement dessus. Vous parlez d'Erwin Laszlo dans votre livre et de son livre sur les sciences des champs. Donc, bah oui, les champs morphiques. Ou akashiques. Il y a un certain nombre, voilà, au akashique, c'est la même chose d'une certaine manière. On a la possibilité justement d'accéder à un savoir qui nous transcende. Et d'ailleurs, une des personnes que j'ai interviewées, qui est Marie-Françoise Neveu et qui s'occupe d'enfants, dit que les nouveaux enfants sont branchés sur un certain nombre de champs et d'entrée ont un savoir qu'ils n'ont jamais appris. C'est valable aussi pour nous. Et bien sûr, regardez Mozart qui connaissait toute la musique sans l'avoir apprise. Alors vous parlez d'un forfait haut débit et d'un accès à Internet qui est pas exactement le même pour tout le monde en ce qui concerne justement le fait de se brancher ou pas sur ces mémoires akashiques. S'il n'y a pas d'être sans don, c'est-à-dire que si tout le monde est doué, pourquoi certains sont coupés de cette source? Parce que il y a un certain nombre de casseurs de dons. Entre autres, l'éducation. Alors, l'éducation des parents et l'éducation nationale. On veut mettre dans une société qui est normalisatrice, on veut mettre toutes les oreilles dans le même alignement. Tant et si bien que le don, qui est justement notre différence, on a tendance à vouloir nous l'enlever, sauf quand ce don est récupéré. Et quels sont les dons récupérés à l'heure actuelle? Les dons sportifs, les dons intellectuels et les dons artistiques. Là, la société en fait de l'argent. Mais il y a plein de dons dont on a peur. Dans une des personnes que j'ai interviewées, Chantal Roland, qui avait un don de médiumnité suite à une ENDE, et ses parents lui avaient dit, surtout, on n'est pas médium parce que c'est être un petit cerveau. Et jusqu'à 40 ans, elle a eu peur d'être un petit cerveau. Ça fait pas bien dans la famille d'avoir des gens Mais non, mais la différence fait peur. J'ai connu des gens qui avaient planqué leur don, mais qui avaient tué leur don parce qu'ils voulaient être acceptés par les autres. Imaginez chez les gosses à l'école, quelqu'un qui arrive avec un don de voyance, il passe pour un fou. D'ailleurs, Yvon Bailly, dont je parle dans le livre, qui est un magnétiseur qui sort de l'ordinaire, qu'est-ce qui lui est arrivé à l'école? Le premier don qui s'est manifesté chez lui, c'était un don de prescience de la mort des gens. Et un jour, il dit au maître, il a 8 ans, 9 ans, « Monsieur, il faut que j'entre à la maison, ma grand-mère va mourir. » Et lorsqu'il fait les maths, ta grand-mère, non, mais je sais qu'elle va mourir. Et le maître a cru qu'il voulait sécher les cours. Et il lui a dit, non, tu peux pas y aller. Et qu'est-ce qu'il a fait à la récré? Il est parti, et il est arrivé chez lui, 20 minutes après, sa grand-mère mourait dans ses bras. Quelques mois après, il discute avec le fils du directeur, il dit, ton père va bien? Il fait, oui, il va très bien, ton père. Mon père, il va très très bien. T'es sûr qu'il est pas malade? Non, il est pas malade. Et 3 mois après, le père meurt. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont viré de l'école parce qu'il avait le mauvais œil. À votre avis, pourquoi il voit des choses comme ça? Pourquoi il les voit? Mais parce qu'il peut pas changer les choses quand même. Non, on lui a donné la possibilité de les voir. Ouais, mais ça sert à quoi dans la mesure où il peut pas les changer?
il a commencé à voir ces choses-là, puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à développer un autre don qui était un don de guérison. Et là, on peut changer. Je lisais encore un article aujourd'hui de l'INRES, justement sur quelqu'un qui aide les médecins par médiumnité et qui voit les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire qu'il voit déjà les dégradations de l'oreille qui est guidée par rapport à ça, et il indique un certain nombre de choses aux médecins. Les médecins l'écoutent. De même que les barreurs de feu arrivent dans les hôpitaux maintenant. Intéressant. Alors, est-ce que on est redevable quand on a un don? Est-ce qu'on doit quelque chose? Oui, on doit s'en servir. On doit s'en servir. On doit s'en servir, c'est ça. Un don est fait pour s'en servir. Je me suis longtemps posé la question, à quoi servent les dons? Alors, j'avais beaucoup réfléchi sur la parabole des talents. Vous savez, que l'on trouve avec le maître qui donne des talents d'or à trois de ses serviteurs et qui leur dit « Occupez-vous bien des intérêts de votre maître ». Vous connaissez la parabole? Oui, moi je pensais que c'était de l'argent, je pensais pas que c'était des talents. Mais les talents d'or, c'était une monnaie. Les talents d'or, c'était une grosse somme d'or, le talent. Et donc, il donne des talents, mais c'est symbolique, c'est très intéressant. Justement, l'ambivalence du mot talent déjà, qui est à la fois une somme d'or et un talent. Tant et si bien qu'il il revoit ses serviteurs 2 ans après, il leur fait « Qu'avez-vous fait de vos talents ?» Et chacun raconte ce qu'il en a fait. Le premier lui dit « Tu m'en as donné 3, tu m'en as donné 6, j'en ai 15 maintenant. » Et le maître lui dit « Tu es un bon serviteur, tu as fait peu avec beaucoup. Mais tu seras toujours accueilli dans la maison du maître et tes talents seront multipliés. » Pareil pour le deuxième, et le troisième lui dit « Ah non, maître, regardez, je l'ai enterré dans la terre, mon talent est intact. » Et l'autre, le maître se fâche et lui dit « Tu es un mauvais serviteur, tu seras chassé de la maison du maître, et tes talents te seront repris. » Les talents sont faits pour s'en servir. Nos dons sont faits pour ça. Donc c'est pas des talents monétaires, mais ce sont des dons finalement. Qu'avez-vous fait de vos dons? Bien sûr, qu'avez-vous fait de vos dons? Tu as reçu des choses, qu'est-ce que tu en as fait? Et à la fin de la parabole, il dit qu'au moment du jugement dernier, il te sera demandé « Qu'as-tu fait de tes talents ?» Donc on est redevable. On doit s'en servir, oui, on est redevable par rapport à l'univers qui nous a donné ça. Je pense qu'on a choisi de les avoir en plus, parce qu'on a quelque chose à faire avec dans la vie. Et c'est pour ça que l'éducation devrait favoriser l'éclosion des talents et non pas, au contraire, vouloir les chasser. Alors là, vous parlez des talents, mais vous parlez aussi dans votre livre des 9 dons spirituels présents dans la Bible. Oui. Alors, le don des miracles, le don de guérison, le don de médiumnité. À la page 25 de votre livre, vous avez le hit parade des Français. C'est quand même assez amusant. Que montre le hit parade des croyances des Français en matière d'extraordinaire? Selon une enquête réalisée par la Sofres en 2000, 54% des Français croient à la guérison par un magnétiseur. 40% croient à la transmission de pensée. 35% croient aux rêves prédictifs. 33% à l'astrologie. 18 aux prédictions des voyantes, 13 croient aux fantômes et aux revenants, et d'après un sondage ultérieur réalisé par le CSA en 2003 pour Le Monde et la Vie, 71% des Français croient à la télépathie, 59 à l'au-delà, 46 pensent que les prières peuvent être exaucées, 21 croient à la sorcellerie, la confiance en la voyance montait à 23%. C'est intéressant de voir que finalement, la plupart des Français croient quand même à tout ça. Donc, en ce qui concerne les dons, est-ce que les gens pensent que on peut aller voir quelqu'un qui a un don, par exemple un magnétiseur? Ils passent leur temps à faire ça, puisque 25% des Français, à l'heure actuelle, se font soigner par des médecines parallèles. Et vont voir des voyants. Et vont voir des voyants à longueur de temps, et par Internet, et par téléphone, et physiquement. Donc les gens ont besoin de croire parce que il y a un tas de réponses que ne nous fournit pas la science. Il y a des angoisses, les gens ont besoin par moment d'être rassurés sur leur avenir. Et ça depuis la nuit des temps. Je crois que c'est lié à la condition humaine. Et il y a des gens effectivement qui sont plus branchés avec les énergies, avec l'univers, et qui sont capables d'apporter des réponses. Alors pour la voyance, c'est une longue discussion qu'on pourrait avoir, parce que je pense que la voyance est souvent une forme de prise de pouvoir.
Oui, alors ça fait partie de votre livre aussi. Hein. Dans la mesure où on vous décrit impossible parmi une infinité, mais en vous le décrivant, on vous conditionne à le vivre. Dans votre livre, il y a un chapitre sur le pouvoir donc le pouvoir de guérir, le pouvoir de voir des choses, etc. Mais aussi le pouvoir sur, c'est-à-dire que le fait d'avoir des dons, ça peut donner des pouvoirs. Et oui. Peut-être pour ça que certaines personnes les refusent aussi. Il y a la peur du pouvoir sûr. Il y a des gens qui recherchent le pouvoir sûr, mais le vrai don, c'est le pouvoir d'eux. Et dès qu'on dévie le don, on affaiblit le don. Et d'une certaine manière, on peut même le perdre. Oui, par contre, dès qu'on s'en sert un peu, vous dites que c'est comme un canal, le canal s'agrandit et on finit par en avoir de plus en plus. Il y a d'autres dons. C'est comme un muscle qui se... Il y a de plus en plus d'énergie qui transite par nous et cette énergie est multiforme. Et en fonction de nous-mêmes et de ce que l'on est capable de faire, on peut avoir plusieurs dons simultanés. Il y a des gens qui ont plein de dons mais qui se dispersent d'ailleurs. Parce que c'est pas amusant de découvrir qu'on est capable de faire ci, qu'on est capable de faire ça, mais on manque quand même de ligne directrice. D'où l'intérêt de la vocation. Et là, tout à l'heure, vous avez dit que c'est nous qui choisissons quelque part d'avoir des dons. Ben oui, par rapport à ce qu'on est venu faire sur Terre. Le don est là pour nous aider à accomplir le voyage qu'on effectue sur cette Terre. C'est ma vision. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je pense que si on arrive avec un tel bagage, c'est pour s'en servir. Et ce n'est pas un hasard qu'on est en face de tel bagage. Est-ce que c'est toujours positif le don ou est-ce qu'on peut avoir des dons négatifs ? Ah, ça c'est une très bonne question que vous me posez. C'est une des premières questions que m'a posée mon co-auteur Chantal Desjardins. Elle m'a dit, mais il y a des gens qui ont le don de nous énerver. Non, ils n'ont pas le don de nous énerver. C'est nous qui dévions la capacité qu'ils ont dans ce domaine-là. Non, le don est positif. Le don est une énergie positive. Le don est à la fois une énergie et un savoir qui transite par nous et qui ne passe pas par les voies traditionnelles. Donc on peut pas être doué pour faire du mal. Non. C'est une déviation du don. C'est une longue discussion qu'on pourra avoir sur le sujet. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, est déformé et son don va être dévié. Il est doué quand même. Il est doué, oui. Okay, il est doué, mais son don est dévoyé. On va mettre un peu de musique, le chant des étoiles, le soleil. On se retrouve après sur l'antenne d'IDFM. On laisse un peu le soleil tranquille sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, dans cette deuxième partie de cet Au-delà du miroir, où nous pensons que nous avons tous des dons, vous, nous, tout le monde, nous avons tous des dons, plus ou moins cachés, plus ou moins révélés. Nous sommes avec Patrick Vizier, qui nous parle de ce livre aux éditions Guy Trédaniel, Nous avons tous des dons. On a vu en première partie beaucoup de choses sur les dons. On va continuer un peu sur ce que disait Marcel Mauss, je crois Mauss, oui. Sur le contre-don. Le don ne peut pas être sans une forme de retour. En fait, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on donne, on reçoit. Mais pas forcément, on ne reçoit pas forcément de là où on exactement. a donné. Exactement. Voilà, c'est... Quand on fait quelque chose pour quelqu'un, souvent la personne se croit obligée d'eux, mais ça sont des codes sociaux. Et je peux vous dire, j'ai trouvé une solution à cela quand les gens me disent « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Je leur dis « Écoute, c'est bien simple. Ce que tu peux faire pour moi, c'est que la prochaine fois que quelqu'un te demandera de l'aider, pose-toi la question si tu as une bonne raison pour ne pas le faire. Si tu n'as aucune raison pour ne pas le faire, fais-le. Ben, c'est comme ça que je fonctionne. Si j'ai une bonne raison pour ne pas aider quelqu'un, je ne l'aide pas, mais le reste du temps, si je peux aider quelqu'un, je l'aide.
On a dit tout à l'heure que finalement, quand on utilisait son don, on était plutôt régénéré et rechargé qu'en perte d'énergie. Alors pourquoi certaines personnes sont fatiguées après avoir utilisé leur don ? Alors, c'est que soit ce n'est pas réellement leur don, soit elles l'utilisent mal. Je vais vous raconter une histoire qui m'arrivait il y a quelques années. Je faisais une conférence sur les dons et dans la salle, pendant les questions, il y a une jeune femme qui me demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Vizier, quand on a un don et que ça marche pas ?» Alors, j'ai pas la réponse. Vous avez envie de vous dire que ça allait pas doué, finalement. Ben, je lui ai dit « Mais quel est votre don ?» Il dit « J'ai un don de guérison. » Et là, je sais, mais je peux pas devant 100 personnes lui dire ce qui ne va pas. Alors, je lui réponds « C'est que le don n'est pas pur. » Et c'était pas assez clair pour elle. Elle vient me voir à la fin de la conférence. Elle me dit, mais je suis pas satisfait de votre réponse, vous pouvez m'expliquer? Je lui dis, écoutez, vous ne vous aimez pas. Et comme vous ne vous aimez pas, dans certains cas, vous servez de votre don pour vous faire aimer, pour vous valoriser. Et là, ça ne marche pas. Par contre, à un certain moment, vous voyez quelqu'un qui souffre, immédiatement vous servez de votre don et ça marche. Sourire jusqu'aux oreilles, elle avait compris. Le don doit être pur. Il ne faut pas qu'il y ait d'attente. Il ne faut pas se forcer peut-être non plus. Voilà. Ça doit venir tout seul. Le don, c'est la fluidité absolue. C'est une énergie qui transite par nous. Oui, Patrick Vizier, mais justement, c'est pour ça que je me pose la question de ces gens qui se mettent au service, que ce soit des guérisseurs, que ce soit des voyants et tout, qui se mettent au service plusieurs heures par jour, au service des autres en utilisant leurs dons. Est-ce que ça peut marcher? Puisque finalement, ils sont pas vraiment... c'est un peu comme... Est-ce que le don reste pur dans ces cas-là? Ça devient la routine. Ça devient la routine. Ça dépend comment il se ressource. Ça dépend s'il s'accorde le droit d'en faire gratuitement. Là aussi. En fait, le don est fait pour servir. Il ne faut pas avoir de honte de gagner de l'argent avec son don, mais il ne faut pas faire que gagner de l'argent avec son don. Car on peut perdre son don. Oui, je vois ces médiums qui sont connectés aux heures qu'ils ont bien envie, aux heures de bureau, avec des entités qui seraient à leur service, ça me choque toujours un peu. Je suis bien d'accord. Ouais. J'en pense la même chose. On ne peut pas convoquer les entités à volonté. On ne peut pas travailler en continu. Il faut pas devenir, on peut pas devenir un fonctionnaire du don. Sauf quand le don est dans la pureté absolue, style Mère Teresa. Alors, avoir un don, c'est aussi écrit dans votre livre, c'est être dedans, c'est le flow. On est dedans. On ne voit plus les choses de la même manière parce que le don est en nous. Et tout d'un coup, on a des réponses qui nous viennent sans même qu'on ait réfléchi. Et qu'on oublie après. Complètement. Ouais, c'est ça. On oublie parce que on n'est pas concerné. Je dis à longueur de temps des choses aux personnes et elles me disent 2 ans ou 3 ans après, mais tu m'as dit ça et c'était vachement vrai. Moi, je m'en souviens pas parce que j'étais pas concerné. J'étais pas le destinataire de la réponse. J'étais juste le transitaire de la réponse. Oui, donc c'est aussi être dans la joie. Quand on utilise son don, oui. Il y a une modification de l'état de conscience, donc l'oubli de ce qui s'est passé. Ah oui, et la joie est importante. Quelqu'un qui n'est pas heureux quand il utilise son don, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Il y a des gens, vous savez, qui font comme s'ils avaient le don, et eux, ils s'épuisent. Et ils ne sont pas heureux parce que ils cherchent à tout border. Faut se souvenir du film Amadeus avec Mozart et Salieri. Salieri qui connaît toute la musique, mais qui n'a pas le don de Mozart. Alors justement, il y avait cette phrase de Schopenhauer dans votre livre. On abandonne les 3/4 de nous-mêmes juste pour être comme les autres. Quelquefois, on a peut-être envie d'être guérisseur ou d'être médium ou d'être, comme vous le disiez cette jeune femme tout à l'heure, comment se fait-il qu'en utilisant mes dons, je guérisse pas? On abandonne les 3/4 de nous-mêmes juste pour être comme les autres. C'est le problème de ce que vous disiez avec Mozart. La conformité, c'est le besoin de conformité également. Écoutez, ce matin, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et là encore, il n'y a pas de hasard. J'ai quelqu'un qui vient me voir au bureau avec une autre personne et cette jeune femme, Morgane, au départ, fait des études scientifiques. Elle est ingénieure en électronique, elle travaille dans une grosse boîte d'électronique et tout d'un coup, elle prend conscience qu'elle a un don de guérison. Et comment elle prend conscience? C'est venu, ça s'est imposé à elle. Et elle a tout abandonné et maintenant elle vient de s'établir en tant que guérisseuse. Je trouve ça merveilleux. Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui tout d'un coup sont appelés par leur don. Parce que c'est une énergie qui peut se retourner contre nous si on ne l'utilise pas.
Oui, il y en a certains qui disent qu'ils tombent malades. Oui. S'ils n'utilisent pas leur don. Alors, le fait d'avoir un don, c'est une bonne chose, mais c'est pas parce que on a reçu que on va pouvoir donner et que l'autre personne qui reçoit, il y a celui, le receveur aussi, hein, celui qui va recevoir ce que nous-mêmes on a reçu. Ça peut être, vous le dites dans votre livre, comme un don d'organe, il peut y avoir un rejet, hein, il y a des freins. C'est pas parce qu'on a envie de donner à un autre que l'autre va recevoir. On ne peut pas donner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir. C'est comme une énergie qui traverserait la personne et qui partirait, qui serait récupérée négativement. Par contre, je me suis rendu compte que on peut, dans certains cas, faire des choses pour quelqu'un, lui dire des choses, mais la personne n'est pas prête à entendre ce que vous avez dit. Mais vous avez semé la graine, et 2 ans après, il y a quelqu'un qui va lui dire la même chose, et là, ça va faire germer la graine. Et c'est là où il faut sortir de son ego en disant, mais pourtant j'avais dit ça il y a 2 ans, parce qu'on est très vexé, parce qu'on a initialisé la chose. Non, il faut accepter, simplement on a dit la chose, alors que la personne n'était pas mûre pour l'entendre. C'est simplement cela. Donc la personne a des freins, ça peut être la peur d'être créditeur, la peur d'être soumis. Ben oui. Puisque il faut, pour recevoir, faut accepter quelque part de la recevoir. Peur de la prise de pouvoir. Ouais. Ça peut arriver également. Puis il y a des gens qui ont été tellement conditionnés par leur éducation que quoi que vous disiez, il y a une partie d'eux qui dit c'est vrai, mais il y a une autre partie qui va rejeter. Et là, ils s'empêchent d'avancer. Jusqu'au jour où il y a tellement de pression intérieure que le couvercle va sauter. Alors comment reconnaître son don ? Comment être sûr qu'on a un don ? On se fait pas du cinéma. Alors, pour moi, la chose est assez simple. 1, s'adresser à des personnes qui nous connaissent bien et qui nous veulent du bien. Et leur poser une question très simple, leur dire « Quelles sont les choses que tu me vois faire et que tu aimerais faire et que tu n'arrives pas à faire ?» Ça, c'est un bon signe du don. Deuxième chose, c'est que le don vous apporte toujours de l'énergie. Troisièmement, le don vous apporte toujours de la joie. Et on a toujours de l'énergie quand on utilise son don. On ne s'épuise pas. C'est ça qui est extraordinaire. Tant qu'on est branché sur le don, qui est à la fois réception et donner, ça fonctionne. C'est intéressant ce que vous dites. D'après toi, je suis doué pourquoi ? Formulation plus neutre et moins dérangeante pour certains que quels sont mes dons. Oui. Parce que si vous demandez à quelqu'un quels sont mes dons, c'est pour ça, c'est qu'est-ce que tu me vois faire que tu aimerais faire et que tu n'arrives pas à faire. Et il y a des gens comme ça qui font des choses fantastiques. C'est naturel chez eux, c'est le don. Alors, l'univers est composé de 3/4 d'énergie contre 1/4 de matière. Tout vibre. L'homme est un être énergétique équipé de 2 grands générateurs qui sont le cerveau et le cœur, traversés en permanence de courants électriques et magnétiques. Ce qui fait que peut-être ce don, il passe aussi par là, par le cœur. Ah, bien sûr. Le cœur, c'est peut-être la chose la plus... C'est le don. Lui-même, je donne avec mon cœur. Oui, vous dites que le premier don, c'est la vie. Mais oui. C'est l'incarnation dans la matière. C'est tout d'un coup, on anime la matière. Et c'est la vie qui anime la matière. Donc les mains vertes s'expliqueraient aussi, puisque ça vibre sur une fréquence qui serait la même fréquence que les plantes. Celle des plantes. Ben, vous savez que... Alors là, vous avez peut-être entendu parler des fréquences de Schumann. C'est la fréquence de la longueur d'onde de la Terre qui doit être de 7,83 Hertz. Eh bien, on pense de plus en plus que les chamans se branchent sur la fréquence de Schumann pour parler avec la Terre, pour parler avec les animaux, pour parler avec les végétaux. Et j'ai discuté un jour avec un chaman nord-américain qui me disait, quand ils sont dans la quête de la vision, ils partent sur la montagne, ils font un cercle de pierre autour d'eux, et ils se mettent en méditation. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas pendant 4 jours. Et les animaux viennent les voir et ils recommuniquent avec les animaux. Ça ressemble à Walt Disney un peu. Mais c'est vrai. C'est la quête de la vision. C'est tout à fait ça. C'est qu'il n'y a plus de différence entre le monde animal, végétal, minéral. Il y a une communication.
Alors, 3 modes pour rencontrer ces dons. La voix de l'inconscient, la voix royale de l'intuition. L'inconscient vient nous parler à travers nos rêves. Les intuitions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les intuitions sont des repères, mais il faut savoir les écouter, les accueillir et les remercier. Beaucoup de gens, parce qu'ils sont trop rationnels, vont flinguer leur intuition tout de suite, parce qu'en disant, oui, non, mais si ça n'existe pas, c'est que c'est pas bon. Et puis ou alors j'y arriverai pas, parce qu'ils ont une vision négative d'eux-mêmes. Et ça, c'est terrible. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur la créativité qui se fait en 5 temps. Et déjà, la première chose à faire, c'est accepter son intuition, la remercier d'être venue. Même si c'est une petite intuition, et même si l'idée est bête, c'est pas grave. Faut la remercier d'être venue. Et plus on apprend à accepter les intuitions, meilleures elles sont. Là encore, le canal s'élargit. Et à tel point que ça évite de réfléchir sur beaucoup de choses. Alors c'est quoi l'intuition? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que cette petite voix qui parle et qui nous dit ce qu'il faut faire? Alors, il y a des années, je disais, l'intuition, finalement, c'est une solution qui n'est pas passée par les voies du raisonnement. Mais, je vous ai dit, il y a une banque des problèmes, une banque des solutions. Et la solution nous arrive toute faite. Oui, ça c'est intéressant, c'est dans votre livre aussi. Il y a une banque des problèmes, mais il y a aussi une banque... Parce que l'univers est équilibré, sinon il ne pourrait pas fonctionner. Et il y a les deux. Et le tout, c'est savoir se connecter à la banque des solutions, mais surtout savoir les reconnaître et les accepter. Alors il y a des choses qui vous arrivent après les avoir beaucoup cherchées. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Poincaré, le mathématicien, qui était un des plus grands mathématiciens qui existait, et qui avait cherché pendant des années une formule mathématique, et un jour il se promène sur une falaise en Bretagne, et quasiment il voit la formule mathématique qui s'affiche devant lui. Il a dit, ce que l'on trouve sans chercher, c'est qu'on avait cherché sans trouver. Et ça c'est important, parce que la vérité est dans l'action, et le don est action. Puisque c'est une énergie à un moment donné qui doit se transformer en action. On va rester encore quelques minutes sur le don. Alors, comment ne pas dévoyer son don en étant paresseux, par exemple? En étant paresseux, en étant dans le pouvoir, en pensant qu'en faire de l'argent. En croyant que le don est acquis une fois pour toutes, est-ce qu'on peut nous retirer nos dons? Je pense qu'on peut perdre ses dons, et parce qu'on sort de la vibration de base. La vibration qui nous informe. Et ça donne d'ailleurs, dans certains cas, les rites où on cherche à reproduire quelque chose parce qu'on ne sait plus comment faire. On rentre dans une mentalité, un tantinet magique. On cherche à reproduire par un rite ce qui nous réussissait. Alors tant que ça va, c'est bon. Mais si ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, on s'est coupé de son énergie de base. On est peut-être un ego un peu surdimensionné. L'ego, c'est terrible pour le don. Et on n'est plus avec le cœur. Donc on a été sur les dons, on va faire une pause musicale, ensuite on va aller voir un peu ce que vous avez fait dans votre vie. Est-ce que ça aussi vous êtes doué pour ça, sur le biflo? À tout de suite. Alors pour les connaisseurs, c'est la musique d'Orion, hein, vous l'aurez reconnu forcément. Vous êtes des connaisseurs. IDFM 98 de la bande FM. Patrick Vizier, et nous avons parlé de ce livre. Nous avons tous des dons, 10 voies d'accès pour trouver les vôtres aux éditions Guy Trédaniel. Mais Patrick, vous êtes aussi doué, hein, et c'est peut-être les dons qui vous ont amené à ces applications by Biflo. Biflo, Oui, déjà, ça veut dire Biflo. Biflo, c'est tiré des études de Smentiali. Alors, ne me demandez pas comment ça s'écrit parce que c'est difficile à prononcer, encore plus difficile à écrire, qui est un psychologue du sport et qui a dit que dans certains moments, le sportif se trouvait dans l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quand il réussit tout, sans effort, dans une grande fluidité. Et vous lui faites des performances, c'est le flow. Flow, F-L-O-Y, F-L-O-W en anglais. Voilà. Et biflow, c'est être dans le flow. Et l'idée, c'est chercher à reproduire ces états de grâce. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Le principe, c'est, en améliorant le bien-être des gens, les amener à être plus souvent dans un état de grâce par rapport à eux-mêmes. Alors, comment vous avez réussi à trouver ça? Alors cet outil, on s'est mis plusieurs à le rechercher. On est parti de recherches en biophysique
qui permettent de mesurer la résistivité du corps sur 180 zones. Et cette résistivité va nous dire si la personne a trop d'énergie ou manque d'énergie ou une énergie équilibrée. Et à partir de là, au niveau physique, mental, émotionnel, on va lui donner un certain nombre de conseils pour être mieux. Au niveau alimentaire, au niveau sport, au niveau soins, au niveau mental. Alors ça, moi je l'ai pratiqué. Enfin, vous m'avez fait une séance, donc j'essaye de dire aux auditeurs comment ça se passe. Vous êtes assis tout simplement sur une chaise devant une table sur laquelle il y a. Vous avez 6 électrodes. Oui, non, mais c'est des plaques. Oui, vous mettez vos mains à plat sur des sortes de plaques. Oui. Ce sont des grosses électrodes en métal. Voilà, c'est comme un livre en forme de plaque. Exactement. Et donc, vous posez ça, et puis vous nous mettez des électrodes sur le front. Sur le front. C'est la chaleur dans le studio. Oui. Et donc, c'est tout. On a juste à poser ses mains. On envoie un très léger courant. Attendez, on va boire peut-être un peu d'eau. C'est reparti. On envoie un très léger courant sur le corps et la résistance de chacune de ces zones va nous raconter des choses. Alors le courant, on le sent pas. On ne sent rien du tout. Oui. C'est très très léger, c'est très rapide, ce sont des micro-impulsions. Et on va faire le tour de ces 180 zones et connaître leur état. À partir de là, on a monté des programmes qui décodent cet état et qui permettent de savoir si vous êtes quelqu'un d'émotif, d'affectif, au contraire quelqu'un qui rentre tout à l'intérieur, quelqu'un qui est très acide, qui a énormément d'énergie, quelqu'un qui est très cérébral et qui veut tout contrôler par la tête. Si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé. Vous contrôlez énormément de choses. L'état des organes internes. On fait pas de médecine, on ne fait pas de médecine. C'est pas de la médecine, mais je pense que c'est assez étonnant parce que en contrôlant les méridiens, finalement, vous contrôlez aussi. On mesure. Ils nous racontent une histoire et les centres d'énergie, les différentes voies énergétiques d'individus nous disent ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui, au contraire, va bien. Alors, en fait, l'énergie, c'est toujours 3 niveaux. Soit on en manque, soit on est en excès, soit on est en équilibre. Dans certains cas, il va falloir réduire. Par exemple, pour les gens qui sont très acides, il va falloir modifier l'alimentation pour avoir une alimentation plus basique. Ça va enlever beaucoup de stress, d'anxiété, et de difficultés, de raideur musculaire. Au contraire, quelqu'un qui est trop basique, il va falloir lui donner un peu plus d'énergie pour qu'il puisse être mieux. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment avec juste des petits électrodes, on arrive à sentir ça. Alors, il faut savoir que la résistivité du corps humain va de 2 kOhm à 1000 kOhm. 1000 kOhm, il n'y a plus rien qui passe, ça veut dire que c'est la résistivité d'un cadavre. Oui. La normalité de la résistance du corps humain, c'est 100 kOhm plus ou moins 20. Entre 100 et 2 kOhm, des études ont montré que ça correspondait à un pH acide et à ce qu'on appelle un stress oxydatif extracellulaire. Donc beaucoup de chaleur. Entre 100 et 1000 kOhm, ça correspond à un stress oxydatif intracellulaire et un état basique. Le stress oxydatif extracellulaire, est irritatif, l'autre est dégénératif. Maladie de dégénération. Voilà. Quand il est léger, c'est pas grave, mais à un certain moment, ça devient profondément dégénératif. De même, quand c'est trop irritatif, ça va vous donner des tendinites, ça va vous donner des inflammations. Et c'est ça que l'on cherche à améliorer à travers un certain nombre de conseils et de conseils bien-être. Donc c'est des pages et des pages que vous donnez après aux personnes qui sont venues vous voir. Ça donne donc aux professionnels, qu'ils soient psychologues, psychothérapeutes, coachs, consultants, ressources humaines, formateurs, des indicateurs majeurs permettant une prise en charge immédiate. Ça peut être très utilisé en domaine sportif. Oui. En fait, il y a 3 grandes lignes d'application, effectivement. L'accompagnement psychologique des gens, pour les coachs, pour les psychologues, les psychothérapeutes, l'amélioration de la performance sportive de haut niveau, et enfin, le bien-être. Par exemple, on est installé dans un certain nombre de thalassothérapie, dans certains spas et centres de bien-être. Ça s'appelle
Biflow. Être dans le flow, être dans la fluidité. Donc, ce que j'essaie de comprendre, c'est que donc, comment vous avez pu définir les seuils de tolérance? C'est-à-dire que bon, vous captez quoi? Vous captez une résistance. Une résistance. De certaines zones du corps, et ces zones du corps, on sait les faire parler. Et le corps nous raconte une histoire, et le corps ne ment pas. C'est clair. Et il y a des personnes qui sont étonnées, parce qu'il y a des personnes qui arrivent masquées, puis il y a des personnes qui ne s'écoutent pas. Il y a une catégorie de gens que je surnomme gentiment les même pas mal, sont les gens qui sont profondément cérébraux. Ouais, j'ai même pas mal. Et qui se coupent complètement de leur corps et de leurs émotions. Donc ils n'écoutent pas. Et sont les gens qui sont à plus grand risque de burn-out, parce que ils avancent, la tête commande, et c'est marche ou crève. Ouais, même pas mal. Même pas mal. Alors vous en avez d'autres comme ça que vous définissez en catégorie des même pas mal? Oh, vous avez des gens qui sont très excités, qui partent dans tous les sens, qui sont hyper agités et souvent hyper tournés vers l'extérieur, qui sont dépendants du regard des autres parce qu'ils se fuient eux-mêmes. Sont des grands extravertis et qui sont toujours en train de quêter le regard des autres, le regard positif, parce qu'ils refusent de se voir à l'intérieur. Ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont besoin d'être reconnus, mais ils ne veulent pas se voir eux-mêmes. Ils sont incapables de se reconnaître, donc ils sont toujours dans la recherche de la personne qui va les reconnaître. Et même si on les reconnaît, ça ne leur suffit pas. Parce que la seule personne qui puisse réellement les reconnaître, c'est eux-mêmes. Alors comment vous leur dites à ces gens-là? Vous savez, les grands principes que j'ai sortis de tout cela, c'est il faut apprendre à s'aimer. Il faut arrêter de se juger. Il faut sortir de la culpabilité, il faut sortir de l'anxiété. Et à partir de là, la vie est beaucoup plus belle. Alors il y a quand même des solutions pour s'en sortir, parce qu'il y a des huiles essentielles. Ah oui, on peut déjà pour le stress, il y a des huiles essentielles qui calment le stress. Si vous mettez de l'huile essentielle de mandarine, de l'huile essentielle de lavande ou de basilic, ce sont les types de stress que vous avez. Dans un brûle-parfum, 20 minutes après, je vous garantis, on est beaucoup plus calme. Vous avez des fleurs de bac qui permettent également de calmer le stress. Alors, il y en a qui sont pour les gens qui gardent tout à l'intérieur et des gens au contraire qui sont très agités. Vous avez également des pierres. Il y a des pierres vraiment extraordinaires en lithothérapie pour calmer le stress, comme l'aigle marine et le quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces pierres? On les pose sur certaines zones du corps, dans un endroit calme, sombre, et on amène la personne à se mettre dans un lieu de relaxation, contrôler sa respiration, et on laisse les pierres agir. Alors, j'ai vu plein de gens qui y croyaient pas, et 10 minutes après, ils ronflaient. Alors la pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend, elle donne, La pierre, elle donne. La pierre, vous avez 4000 minéraux dans le monde, il y en a à peu près 400 qui ont les longueurs d'onde du corps humain. Et là, on est vraiment dans une approche quantique des choses, vibratoire. Et ces pierres vont permettre de réinformer la zone du corps qui est désinformée. Or, cette zone du corps peut être soit en excès, soit en manque. Mais il y a des pierres qui vont redonner de l'énergie là où il y a un manque, et des pierres qui vont baisser l'énergie là où il y a un excès. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai une amie qui est devenue aphone. Mais complètement aphone, et on devait sortir le soir. Elle avait essayé l'homéovox, elle avait essayé, je sais plus le fond, et elle parlait toujours pas. C'est tout gênant, oui. Est-ce que tu m'autorises à faire quelque chose? Elle m'a dit, au pont, j'en suis, fais-le. Et j'ai pris 3 lapis lazuli, j'en ai mis un sur la gorge, un dans chaque main, les yeux fermés, 25 minutes dans le noir. Et 25 minutes après, elle reparlait. J'avais juste réinformé sa gorge en remettant de l'énergie dans sa gorge. Et pourquoi le lapis lazuli plutôt? Parce que c'est la pierre qui remonte l'énergie de la gorge. C'est le bleu, alors que si vous mettiez une calcédoine, c'est pour les gens qui ont la gorge irritée. Et tout ça, vous l'avez pas deviné, hein, je veux dire. Non, là, j'ai été formé, j'ai appris, il y a beaucoup de gens, des gens qui connaissent très bien les pierres, et qui ont fait beaucoup de travail dessus, qui ont même mesuré la longueur d'onde des pierres, et qui savent ce qu'elles font. Et donc après que le lapis lazuli a été sur la gorge de votre amie, vous la nettoyez, qu'est-ce que vous en faites? Vous la collez pas sur la gorge de la... Ah non, jamais.
Personnellement, j'aimais d'abord dans des coquilles Saint-Jacques, parce que la coquille Saint-Jacques... ça c'est très intéressant. Gardez vos coquilles Saint-Jacques. Ah oui, elles émettent des ondes de forme qui nettoient. D'ailleurs, si vous héritez un jour d'un bijou, ou vous achetez un bijou d'occasion, mettez-le tout de suite dans une coquille Saint-Jacques pour pas récupérer la vibration de la personne qui le portait. Sauf que les coquilles Saint-Jacques, vous remarquerez qu'on en voit de moins en moins. C'est des coquilles en plastique maintenant, puisqu'il y a une loi qui est passée, qui interdit aux charcutiers et tout de mettre les coquilles dans les Saint-Jacques dans les coquilles. Donc ils sont obligés d'avoir des coquilles en plastique. Donc si vous avez des coquilles Saint-Jacques à l'ancienne, ou si vous trouvez un poissonnier, demandez-lui de vous garder des coquilles, ça va devenir un objet très rare. C'est ce que je fais, je vais voir le poissonnier, et le poissonnier me met ses coquilles Saint-Jacques de côté. Et je ramène des coquilles Saint-Jacques, ce qui me permet de mettre des pierres et d'en donner aux gens qui ont besoin de pierres. C'est également, vous pouvez mettre vos pierres pour les nettoyer dans une géode d'améthyste. Une géode ou une grotte d'améthyste, c'est extraordinaire. L'améthyste a des pouvoirs nettoyants vraiment fabuleux. Et l'améthyste, elle, pour la nettoyer, vous faites quoi? Parce qu'elle prend la poussière. Hein. Oui, alors, déjà, vous pouvez l'aspirer, vous pouvez la ventiler, mais également, je fais brûler de la sauge blanche, l'améthyste. Et la sauge, ça la nettoie? La sauge blanche, c'est magnifique pour dégager mauvaise énergie. C'est quelque chose que j'ai appris au Canada. Bon, on en apprend des choses ce soir. Donc le biflo, pour ceux que ça intéresserait, il y a ceux qui vont finalement l'utiliser en tant que professionnel, mais un auditeur, une auditrice qui nous écouterait, qui aurait envie d'aller faire un petit check-up, parce que c'est un check-up quelque part. Oui. Check-up tout à fait pas médicinal, enfin pas médical, mais un check-up énergétique. Et comment il pourrait faire? Il peut chercher sur le site internet et voir quels sont les utilisateurs biflo les plus proches de chez eux. Bon, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et puis, où nous téléphoner, on leur dira où est-ce qu'ils peuvent se faire mesurer. Parce qu'il y a même des gens qui utilisent nos systèmes avec d'autres applications, mais qui ont également biflo. C'est actuellement un de mes plus gros utilisateurs, se trouve en Californie. Oui, c'est... Donc, il y a le biflo. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre pour les trous de mémoire? Il n'y a pas une pierre qu'on peut se mettre sur la tête? Il y a une alimentation. Déjà, il faut calmer les choses. Bien respirer, ça joue énormément. Mais il y a des pierres qui stimulent la mémoire. Donc, le biflo, il suffit d'aller sur le site internet bybiflo.com. bybiflo.com. Sinon, est-ce que vous faites encore des soins, vous Il m'arrive de recevoir encore des gens dans nos locaux du 14e. D'accord. Et donc, c'est pour tout le monde, hein, pour ceux qui aident à l'accompagnement. C'est un outil de prise de conscience individuelle. Une réponse pour tous ceux et toutes celles qui aspirent à mieux se connaître, pour mieux gérer leur forme et leur bien-être. Vous en aviez mis un à Enghien à un moment? Ah oui, on avait fait le festival de l'eau à Enghien et pendant 2 jours, j'étais dans le syndicat d'initiative et je mesurais tous les habitants d'Enghien qui voulaient en profiter. Et les gens étaient très contents. J'ai monté quelque chose de très simple pour pas y passer trop de temps parce que quand même ça prend du temps. Mais là, ça allait vite et les gens étaient contents parce qu'on voyait tout de suite leur niveau de stress, d'anxiété et leur donner quelques conseils simples pour être mieux. Je me souviens de ma question quand on s'était vu justement dans le 14e. Il y a sur Internet un site où on peut regarder sa fréquence. Oui, cardiaque. Expliquez-nous parce que j'avais trouvé ça assez intéressant. Cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose de magnifique puisque c'est un très bon remède anti-stress qui vous amène, en régulant votre respiration, à la mettre en accord avec votre rythme cardiaque. Donc ça vous apprend à respirer plus lentement et on peut télécharger sur iPhone une application. Alors je vais ouvrir mon iPhone. Voilà. Donc j'avais coupé, mais on va regarder tout de suite et je vais vous dire le nom de l'application. Il y en a plusieurs et qui sont gratuites sur Internet. Oui, et puis ça permet pendant combien? 5 minutes? Oui, en 5 minutes, ça vous permet. Respirelax. Celle que j'ai mise sur le mien. Celle que j'ai mise sur le mien s'appelle Respirelax et elle est téléchargeable gratuitement sur Internet. Alors expliquez-nous, vous allez sur Respirelax, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai Respirelax là, je vais l'ouvrir, alors c'est dommage. Ça va faire des bruits dans le... Alors ça permet, on voit une bulle qui monte et qui monte lentement. Et ça c'est mon inspire. Et puis elle redescend, ça me donne mon expire.
Alors je peux décider de faire 5 respirations par minute, 6 respirations par minute, Vous pouvez 7 par vous pouvez le minute. faire aller plus vite, non Oui, bien sûr. Non, mais c'est peut-être pas intéressant. L'intérêt, c'est de se caler Franchement, sur... faut décider quel rythme respiratoire on va prendre. Si on prenait 60 respirations par minute... Ce serait de la folie. On serait en hyperexcitation. Parce que vous allez chauffer tout de suite. Non, 60 pulsations... Pardon, oui. Pulsation cardiaque, oui. Ouais, c'est ce qu'il faudrait avoir. Donc c'est ce qu'il faudrait avoir, Ouais. mais là, tout dépend de votre rythme cardiaque. Déjà, il faut calmer votre respiration, parce qu'en calmant votre respiration, vous allez calmer votre cœur. En respirant plus lentement. On a tendance à pas respirer à fond. Alors si vous respirez à fond, vous respirez moins. Et là, tout doucement, ça va calmer le rythme du cœur. Donc sur cette application, il faudrait mieux la laisser comme elle est là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une application... À 5-6 respirations, 7 maximum par minute, c'est très bien. Ça vous apprend à vous calmer et vous faites ça au bureau en regardant juste votre iPhone et ça suffit. Vous avez un coup de stress, 5 minutes après, vous êtes mieux. Ok, respire relax. Voilà. La cohérence cardiaque. C'est très bien la cohérence cardiaque. C'est une très bonne méthode anti-stress que je connaisse et qui peut se faire n'importe où dans le métro. Vous êtes pas bien, respire relax. Mais il y en a d'autres, on peut en charger d'autres. Je ne suis pas payé par eux. Non, Il y en a plein d'autres qui sont gratuites. J'espère qu'ils nous mettent pas de la pub en dessous, juste à côté, pendant que nous faisons notre respiration cardiaque, cohérence cardiaque. Oui. Je vais rappeler le titre du livre. Nous avons tous des dons. Guy Trédaniel, éditeur. C'est un livre de Chantal Desjardins et de Patrick Vizier. Chantal Desjardins, on n'en a pas parlé. Chantal Desjardins, qui est une grande amie, qui est une très bonne formatrice, qui est également une masseuse exceptionnelle et qui a apporté toute son approche à elle, qui est très différente de la mienne, ce qui faisait que l'on était très complémentaires. Vous avez compris, je suis quelqu'un de très intuitif, je laisse beaucoup parler, mais ce qui m'arrive, alors qu'elle a tendance à plus se rationaliser, et ça a permis justement de faire quelque chose de très structuré. Donc toute une première partie dont on a vraiment parlé au cours de l'émission, et une seconde partie, ils ont développé leurs dons. Nous les avons rencontrés, interviewés, vous avez parlé de Chantal Rolland, mais il y a aussi tout un tas de personnages, comme Thomas Vetter, qui a retaillé la flèche de la cathédrale de Strasbourg, comme Ty Chris, qui est le champion du monde de roller, comme un enfant battu qui est devenu garde du corps et 5e dan taekwondo, il y a 6e dan d'ailleurs maintenant, et ainsi de suite. Ce sont des gens. Jonathan Ayoun. Ah oui, Jonathan, alors lui qui a, depuis l'âge de 5 ans, le don de savoir quand il rencontre quelqu'un si cette personne lui est favorable ou défavorable. Mais il a d'autres dons en plus. Et ils sont en train de se développer, parce qu'il est encore tout jeune, il a 30 ans. Développons nos dons. Un mot pour terminer l'émission. Ah oui, c'est croyez que vous avez des dons, cherchez-les, trouvez-les, parce que vous en porterez beaucoup mieux. Trouvez-les et vous comprendrez le sens de votre vie. Et activez-les. Exactement. Développez-les. Servez-vous-en le plus possible, sans modération. Je vous remercie beaucoup, Patrick Vizier. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous vos auditeurs. Merci à tous. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils.